Hey les amis, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien. Alors on va parler de quoi dans cette vidéo? On va parler de Mercato et on va parler de cette fin d'année qui va se présenter à nous avec le dernier match face à Saint-Etienne ce dimanche. On va faire un petit topo sur quoi les amis? Sur l'arbitrage très rapidement. Je ne vais pas rester 150 ans dessus. Voilà, donc hier il s'est passé une dinguerie pendant le match Monaco-Paris. C'était en Ligue 1 pour la 16e journée, avancée par rapport au match de Trophée des Champions. Je vous l'ai dit un petit peu mon avis là-dessus pour ceux qui me suivent. Et donc on va regarder cette photo-là. Vous voyez, c'est le match d'hier. Il y a Singo qui est au duel avec le gardien italien Donnarumma qui va lui lacérer le visage, qui va lui marcher sur le visage. Alors, il ne fait pas exprès. Son geste, il est juste qu'il n'est pas maîtrisé. Dans le duel où il pousse le ballon avant le gardien italien, il va essayer de sauter par-dessus, mais il va mettre carrément son pied sur sa tronche. Il va lui lacérer le visage. Je ne vous montre pas la photo qui est, bon, elle n'est pas terrible pour ceux qui regardent les enfants par exemple. On voit qu'il a 10 ou 11 broches sur le visage, sur le côté du visage, ouvertes complètement, donc lacérées. Et il n'y a pas eu de carton rouge, ni de carton jaune. Alors la faute, je crois qu'il l'a sifflé l'arbitre en voyant le sang couler. Il me semble qu'il a donné une faute pour les Parisiens, mais il n'a pas donné de carton jaune ni de carton rouge puisque Singo était déjà averti. Alors on s'en souvient de cette faute qui a juste à côté, c'est celle d'Amin Harit contre Paris justement, avec Marquinhos qui se prend la semelle, donc avec le mauvais geste malheureux de Amin Harit qui n'a pas maîtrisé son contrôle. On avait donné un carton rouge directement aux Marseillais et là rien. Pas de carton pour Singo alors que ça méritait amplement un carton rouge, voire une suspension sur plusieurs matchs. On s'en souvient, n'est-ce pas, pour le carton rouge d'Eric Bailly en Coupe de France qui avait pris 7 matchs sur un carton rouge qui méritait amplement. Mais là, il faudrait qu'il y ait de la cohérence. Hier, Pablo Longoria, dans sa conférence de presse, que je vous ai fait un bilan. Tiens, regardez, écoutez, allez voir, il y a un petit qui apparaît maintenant. Regardez la vidéo d'hier. Je vous ai fait un résumé de toute la conférence de presse qui dure 1h15, 1h30 en vrai, voilà, en réel, c'est 1h30 et je vous l'ai fait en une demi-heure. Voilà, résumé avec tout ce qui était important, avec mon avis bien sûr. Donc Pablo Longoria nous disait qu'il ne comprenait pas l'incohérence dans l'arbitrage français. Et là, on ne le comprend pas totalement. Alors, certains Marseillais qui vont taper dessus, ils vont dire « Oui, il y a un complotisme anti-Marseillais, anti-OM avec le Texier. » Voilà, le Texier, c'est l'arbitrage. Là, monsieur le Texier qui est complètement... Voilà, je ne sais pas ce qu'il avait dans la tête hier. Il s'est trompé, il n'a pas mis carton pour le Monégasque, alors il avait donné un carton rouge pour Amin Harit. Je ne vais pas rentrer dans ce domaine de complot. Je vais juste dire que l'arbitrage français, il est complètement foireux. Voilà, donc là, à mon avis, l'arbitre, monsieur le Texier, n'a pas voulu se déjuger. Il n'a pas voulu recevoir sa mauvaise note. Parce que vous savez, quand on se déjuge dans l'arbitrage français, on reçoit des mauvaises notes. Et quand on a des mauvaises notes, les arbitres, ils sont rétrogradés. Ils vont arbitrer en Ligue 2, dans des matchs moins importants. Alors c'est pour ça que le Texier, vu qu'il était dans le viseur par rapport au match, donc par exemple de OM Paris et d'autres matchs encore, il n'a pas voulu avoir cette mauvaise note et se déjuger. Voilà, donc la VAR aurait peut-être dû forcer pour voir la VAR. Et finalement, pas de VAR, rien du tout. Pas de carton pour Singo. Voilà, donc je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est pas un match qui nous concerne, même si au classement, ça nous concerne. On va faire un petit topo sur le classement où l'OM termine finalement deuxième de cette première partie de saison et cette fin d'année 2024. Et on va partir directement sur notre actualité, notre mercato de l'OM. On va faire un petit topo par rapport à la Provence qui nous donne son avis sur le mercato à venir. Alors les amis, tout d'abord, j'enlève la photo, donc trêve de bavardage sur l'arbitrage. On en reparlera sur la fin de vidéo pour le match de Saint-Etienne, parce qu'il y a un petit sujet là-dessus. Et je vais vous demander encore, comme d'habitude, je vous embête avec ça, mais c'est très important pour la chaîne, like, dislike, abonnement, cloche, commentaire en dessous. N'hésitez pas à réagir sur tout ce que j'ai dit là et tout à l'heure, et le partage. Allez, on y va sur quoi les amis? L'introduction. Et allez l'OM, et on termine cette année, donc qui va se terminer dans 12 jours exactement, avec de belles images. Donc de belles images du côté de la Timone, l'hôpital à Marseille, où les joueurs et le staff de l'OM ont rendu visite aux enfants malades de la Timone. On voit De Zerbi, on voit Ravanelli, on voit Bacola, on voit monsieur Rossi, je me rappelle plus c'est quoi son prénom, Guilherme, non pas Guilherme, Giuseppe, je me rappelle plus. Bon bref. Rossi, Ulysse Garcia et Delange. Il y a d'autres photos que je vais vous montrer assez rapidement.
Il y en a énormément sur le site de l'OM officiel, il y en a une quarantaine. Donc si vous voulez voir toutes les photos, n'hésitez pas. Ça fait plaisir, c'est joyeux. Voilà pour cette fin d'année, avec tous les malheurs qu'il y a dans le monde. Je ne vais pas parler des guerres, décidez là, avec le cyclone Chido qui fait des ravages du côté, qui a fait des ravages du côté de Mayotte. Big up et grosse force à eux. Voilà, donc avec tous les disparus et tout ce qui est le mal qu'ils ont maintenant à se nourrir et à boire de l'eau. Mais on va pas partir sur le malheur, restons sur le bonheur. Donc les enfants, avec le sourire, ça fait plaisir. Rabiot, Kondogbia, Abdallah, Wai. On va parler un petit peu de Wai, Rouli, Balerdi le capitaine et Murillo qu'on va parler juste après. Donc du bonheur, un petit peu de bonheur encore avec la force que donne notre cher Pierre-Emile Højbjerg qui pourrait être capitaine et qui, avec la Croix-Rouge et une autre collaboration, c'est avec Street Society, a organisé un tournoi voilà, pour venir en aide au profit des enfants vulnérables, tant au pays, donc au Danemark, qu'à l'étranger. Donc encore une belle chose, une belle action de la part de notre joueur Pierre-Emile Højbjerg. Bravo à lui pour cette action-là. Allez, partons maintenant sur le sportif et on y va avec l'After RMC. L'After RMC de ce soir, donc c'est pas demain comme vous le voyez sur l'image, c'est juste que je l'ai mis hier, ce message-là. Donc ce soir, à partir de 21 h jusqu'à minuit, il y aura un laps de temps où il y aura Mehdi Benassia qui va arriver, et qui va parler bien sûr du bilan de l'OM, de son nouveau rôle qu'il aura en tant que directeur sportif et pourquoi pas du mercato. Donc je regarderai ça bien précisément et je vous ferai un petit résumé comme j'ai fait pour celui de Longoria. Donc Benassia ce soir sur RMC, donc entre 21 h et minuit. Je pense qu'il passera entre 1 h et 2 h. Voilà, il ne va pas passer pendant 3 heures. Ça m'étonnerait, c'est vachement long. Mais il va passer peut-être à 21 h jusqu'à 22 h, peut-être 22 h jusqu'à 3 h, ou alors je ne sais pas quelle heure. Mais en tout cas, écoutez bien, entre 21 h et minuit, RMC. Allez, j'enchaîne les amis avec le sportif qui nous avance, qui nous intéresse, pardon. Le classement de Ligue 1, donc figé maintenant pour cette fin d'année. Il y aura le match de Coupe de France donc. Et le classement nous met l'OM deuxième avec 30 points, 10 points de retard sur les Parisiens. Un match de retard et un match de retard sur les Monégasques qui ont perdu face à Paris 4 buts à 2 donc dans leur stade Robert Louis Dreyfus, j'allais dire non. Stade Louis II, pardon, rien à voir. Et à Monaco, donc, qui est maintenant avec 30 points à égalité de Marseille, mais avec un match de plus. Donc l'OM peut faire un petit trou avec Monaco. Certes, il y a Lille qui peut revenir à la hauteur de Monaco, mais on va laisser au moins les autres à 3 points derrière nous. Et on pourrait revenir à 7 points des Parisiens. Donc 7 points, c'est pas rédhibitoire comme je vous l'ai dit pour le titre, mais quand même, il y a un petit espace entre Paris et Marseille et Monaco et tous les autres, avec les Parisiens qui n'ont toujours pas perdu, ces enfoirés. Et on espère que le début d'année sera très difficile pour eux avec la Ligue des Champions où ils seront éliminés et tout le reste, comme la Coupe de France qui vont être éliminés ce samedi ou ce dimanche contre Lens. On leur souhaite en tout cas. Allez, on enchaîne les amis avec le mercato. Le mercato, donc le point mercato. Voilà, je vous ai dit on fait un point mercato. Le mercato OM selon la Provence. Les éventuels départs. Je vous avais fait une fiche avant-hier avec l'avant, le pré-shot du bilan de Longoria, de ce qu'il allait parler. Je vous avais mis Murillo et j'ai rajouté à la place de Murillo, j'ai remplacé Murillo, Ismaël Koné, parce que ça en parle un petit peu du côté de la Provence. On va voir ce qu'il se dit. Donc Pablo Longoria qui nous a dit quoi pendant la conférence de presse, je vous l'ai détaillé plus précisément hier. Les joueurs en manque de temps doivent trouver des solutions. Ça veut dire quoi? Les joueurs qui ne jouent pas beaucoup, qui se plaignent, qui viennent le voir, et ben derrière il va falloir trouver des solutions de leur côté, avec leur agent qui va devoir trouver peut-être des ports de sortie, que ce soit dans un autre club en prêt ou en transfert. Et là, il nous précise pour tous les joueurs qu'il y a à l'écran, là, il y a Meïté, Brassier, Koné, Harit, Wai et Mbemba. Voilà, je vais préciser tous les domaines. Donc, Bayo Meïté n'a jamais réussi à séduire Roberto De Zerbi. Comme je vous l'ai dit avant-hier, exactement, un prêt serait privilégié. Par contre, là, je n'ai pas parlé d'un prêt, j'avais parlé d'un transfert, peut-être pour récupérer un peu d'argent. Donc, un prêt serait privilégié au sein du club, au lieu d'un départ transfert. Je ne sais pas si c'est réel, si c'est du concret, si la Provence a de vraies infos. Mais en tout cas, moi, ça m'intéresserait plutôt un prêt qu'un transfert. J'aimerais le voir, voilà, donc s'imposer, que ce soit avec De Zerbi ou si De Zerbi part l'année prochaine ou dans 2 ans, pourquoi pas qu'il revienne. Il est encore jeune, Bayo Meïté. On a vu de bonnes choses l'année dernière. Donc ne pas le perdre pour un transfert où on ne gagnerait pas beaucoup d'argent. Après, si c'est un gros transfert, on l'a acheté 10 ou 11 millions d'euros. Si on le vend 20, 30 ou 40 millions d'euros, ce qui m'étonnerait quand même, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, il n'en a même pas du tout. Donc ça m'étonnerait qu'on le vende cher. Mais si on le vend, imaginons une dinguerie, il y a un club, je sais pas moi, d'Arabie Saoudite ou je sais pas, une dinguerie de PL qui nous mette 30 millions, je dirais pas non. Voilà un transfert dans ce domaine-là. Si c'est un transfert pour récupérer juste notre argent qu'on investit sur lui,
Voilà, c'est pas intéressant. Moi, je le prêterai et c'est une bonne idée. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à réagir. Donc Brassier, cette fois Brassier, comme je vous l'ai dit, moi il y a 90-95% de chances qu'il reste à l'OM, à moins que vraiment son mental, son caractère soit vraiment en dedans de tout. Difficile d'imaginer un départ du côté de la Provence. Donc à moins vraiment qu'il y ait peut-être une chose à faire, un transfert peut-être cher, comme à l'instant que je vous dis pour Baïmo Maïté, avec Brassier qui sera acheté en fin d'année 10 ou 11 millions d'euros, pareil à peu près que Maïté. Et imaginons qu'il y a une offre venant d'Arabie Saoudite ou de PL ici et là qui est de 20, 30 ou 40 millions, peut-être qu'il pourrait partir. Mais vraiment juste dans ce domaine-là. Voilà, je ne le vois pas partir. Je le vois encore avoir sa chance avec De Zerbi. Il en a dit le plus grand bien, même quand il ne faisait pas jouer. Pareil pour Benassia, il a dit c'est l'avenir. Pareil pour Longoria, il a dit donc plus ou moins c'est l'avenir aussi. Ismaël Koné. Ismaël Koné devrait rester. Donc là, c'est net sans bavure du côté de la Provence. Il devrait rester. Il a été absent par des blessures. Il a été absent peut-être par des choix récemment avec Rabiot qui monte en puissance, avec Greenwood qui est replacé dans l'axe et avec Enrique passé sur le côté droit. Donc pour l'instant, Ismaël Koné n'a pas sa chance dans le nouveau système de jeu, mais ça va venir. Donc il y aura sa chance. Il est jeune. Il est arrivé pour plusieurs années, comme Brassier, comme Moahi, comme Meïté. Donc, il va avoir sa chance. Donc, pour l'instant, il devrait rester selon la Provence. Amin Harit, là, c'est différent. Amin Harit, en ce moment, il était blessé au mollet. Alors, est-ce que c'était une vraie blessure ou vraiment une blessure diplomatique, comme on dit? Je pense que c'était une vraie blessure qui devait peut-être tarder avec les fibres musculaires, peut-être ici et là. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'il en était. Mais il va revenir. Là, il est revenu dans le groupe. Il n'a pas eu de temps de jeu récemment. Il va revenir. Et est-ce qu'un départ est possible pour Amin Harit? N'oublions pas que c'est un gros salaire. Et point de vue gros salaire, un éventuel départ permettrait de faire des économies sur la masse salariale. N'oublions pas, on n'est pas encadré cette année par la masse pour la masse salariale par la DNCG, mais l'année dernière, oui, et l'année d'avant aussi, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc, ne pas faire des erreurs sur la masse salariale pour recruter un autre joueur, ça serait faire partir un joueur à un gros salaire. Et Amin Harit en fait partie. Je crois qu'il a 300 000 par mois. Donc si on fait partir un Amin Harit qui pourrait nous apporter aussi, point de vue pécunier, un transfert entre 10 et 15, voire 20 si on arrive à bien s'en sortir. Donc ça serait intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire. Pour Amin Harit, qu'est-ce que vous ferez? Moi, vu le début de la saison qu'il a fait, où il nous a fait quand même 2 buts je crois, et 3-4 passes décisives, il me semble, si je ne me trompe pas dans les chiffres, en 8 ou 9 rencontres exactement. Je trouve que c'était un beau début de saison pour Amin Harit, et j'aurais aimé le voir encore dans la durée cette saison. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour Amin Harit. Qu'est-ce que vous feriez de ce cas-là? Pour Eli Wahi, bon, Eli Wahi, il a vraiment balancé sur le côté, il a dit, donc Pablo Longoria a été très clair lors de la conférence d'hier, il a dit hors de question qu'il parte. Je les ai résumé la chose. Il n'a pas dit hors de question qu'il parte. Il a dit hors de question qu'on se sépare de ce joueur. Voilà, donc il a un avenir au club. On est sûr de lui. Je crois en lui. Et je pense que c'est l'un des meilleurs attaquants d'avenir dans l'Europe. Voilà, donc il est jeune. Il a que 21 ans. Hein. N'oublions pas, il a que 21 ans. Eli Wahi. Donc ça fait peut-être quelques années qu'il est dans la Ligue 1 avec Montpellier, avec Lens. Et donc ça fait quelques années. Il avait commencé vers 16-17 ans si je ne me trompe pas. Il a fait une belle année avec Montpellier il y a 2 ans. L'année dernière, ça a été plus difficile avec Lens, même si on a vu qu'il a marqué une dizaine de buts. Et il a marqué dans des matchs importants comme Arsenal, en Champions League, comme en championnat, où il était important quand même pour l'effectif. Il y a des domaines qui doivent s'ajuster, qui doivent se faire mal. Voilà, c'est le domaine du pressing, le domaine des efforts, le domaine d'implication. Et ça, on a, pourquoi pas, au club intéressé le joueur et d'autres joueurs comme William Brassier à prendre un psychologue pour travailler sur le mental. Donc maintenant, c'est à son mental, à lui de faire les efforts. Donc on va lui donner sa chance, il aura le temps dans la saison, mais on ne va pas le vendre à moins d'une grosse dinguerie. Voilà, on l'a acheté 25-30 millions si je me souviens bien du prix. S'il y a une offre de 50 millions, je pense que l'OM va réfléchir à le faire partir. Même si, bon, c'est l'avenir, comme on dit au club. Du côté des Mbemba, donc le dernier sujet, c'était couru d'avance que Pablo Longoria nous réponde ça. Il nous rappelle que la situation, c'est celle-ci. Il a un prix, donc en parlant de Chancel Mbemba, si quelqu'un s'en acquitte du prix, on sera très content de trouver une solution pour tous, car personne ne passera au-dessus de l'institution. Donc ce qui veut dire, c'est comme je vous l'ai dit avant-hier, s'il y a le prix qui tombe en janvier, par exemple 5 millions d'euros, je pense qu'on le laisse partir pour 6 mois. Voilà, il ne faut pas non plus déconner du côté du club. Par contre, si c'est 50 000 euros, il ne partira pas et il partira qu'en juin. Voilà, je résume vraiment la chose. J'extrapole peut-être un peu, mais je pense avoir la vérité dans ce que je dis. Voilà donc pour les départs. Maintenant, pour les arrivées,
Et les arrivées, les éventuelles arrivées, il n'y en a pas beaucoup. On vise que quelques profils comme un profil en défense, comme un axial gauche. Donc, est-ce que Brassier est sur le départ vraiment ou pas? Je ne sais pas. Parce que c'est bizarre de penser qu'il faut vraiment viser un axial gauche alors qu'on a Brassier et Cornelius qui sont gauchers. Et on a Kondogbia qui peut dépanner. Ça me semble bizarre. Mais bon, un axial gauche, selon la Provence. Et surtout, un arrière droit. Arrière droit, donc latéral droit, avec, j'en parlais hier, avant-hier de Murillo. Murillo, il n'est pas cité là. Mais Murillo, attention, pour la place d'extra communautaire, un peu de somme d'argent, ça pourrait partir aussi. Lirola, on n'en parle pas beaucoup. Lirola, il n'y a pas d'offre, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'intérêt. Donc, il reste là en tant que doublure de la doublure de la doublure. Donc, pour l'instant, on cherche un axial gauche et un arrière droit. Donc, je vous ai demandé la dernière fois, hier ou avant-hier, je ne sais plus, des choix, des idées que vous avez, vous. N'hésitez pas à les répéter dans les commentaires. Voilà pour les idées de la Provence. Et on va enchaîner maintenant avec les rumeurs. Alors, les rumeurs, nous avons quoi? La Lazio qui est intéressée par un prêt d'Ismaël Koné en manque de temps de jeu à l'OM. On vient d'en parler. Et les bonnes relations entre les deux clubs pourraient faciliter l'opération selon Corriere dello Sport. Donc Ismaël Koné en prêt du côté de la Lazio. La Lazio, ils ont Guendouzi. La Lazio, ils ont un milieu quand même assez fourni. Même s'ils ont beaucoup de matchs à jouer avec la Ligue des Champions. Je crois qu'ils sont en Ligue des Champions cette année, oui. Avec la Ligue des Champions, avec la Coupe d'Italie, avec la Serie A. Donc la Lazio qui a peut-être besoin avec des blessures. Je ne suis pas vraiment l'effectif de la Lazio. Donc, est-ce que ça serait intéressant de prêter Ismaël Koné? Moi, je dirais que non. Voilà, déjà qu'il s'acclimate un peu au contexte marseillais. Voilà, il vient d'arriver au club. De le prêter directement au bout de 6 mois alors qu'il a été blessé et qu'il n'est pas revenu encore dans le rythme. Moi, j'estime que c'est pas un bon choix de le prêter. Alors ça, c'est pas l'OM qui choisit. C'est des rumeurs. C'est des agents qui font parler. Ah, si, et là. C'est peut-être même l'agent directement d'Ismaël Koné qui fait un petit peu remonter des rumeurs pour un petit peu booster au club marseillais de le faire rejouer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours, faut extrapoler un petit peu toutes ces informations-là. Donc pour Ismaël Koné, n'hésitez pas à me dire si vous le prêtez ou pas. Moi, je ne le prêterai pas. Allez, maintenant, du côté des arrivées, nous avons cette rumeur qui est arrivée hier ou avant-hier concernant un jeune Tyler Dribbling et pas Dribbling. Mais on peut dire que le qualificatif est bon. Dribbling, c'est un dribbleur. Voilà, c'est un joueur ailier droit de 18 ans qui joue en Première Ligue à Southampton. Cette année, il vient d'émerger avec Southampton. Il a une quinzaine de matchs en pro, c'est-à-dire en Première Ligue. Il avait joué en Première Ligue 2. Il avait joué en Championship. Il avait joué dans les catégories inférieures. Il a que 18 ans, hein, faut se le dire. Donc, il émerge tout doucement. Et il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés en Europe, en PL, en France, comme l'OM. Et Newcastle, Manchester United, Aston Villa, Tottenham, West Ham, Brighton. Là, c'est que des Anglais. Mais en Allemagne aussi, Leipzig et Dortmund sont aussi intéressés. Selon TBR Foot, il y a l'article qui est juste en dessous. Voilà, je ne mens pas, j'ai tout lu. Donc, il y a tous ces clubs qui sont intéressés. Il y en a peut-être d'autres encore. Ce joueur-là, 18 ans, est considéré comme une pépite pour l'avenir du football anglais. C'est un Anglais, 18 ans, je vous l'ai dit. On va regarder sa fiche Transfermarkt. Donc, il a 18 ans, né en 2006. Plus jeune que mon fils, pour vous dire. Anglais, 1m78, ailier droit. 2 sélections en U21 des Anglais, comme Jonathan Rowe, il me semble. Je ne sais pas s'il est dans la même sélection, il me semble que oui. 22 millions déjà de valeur Transfermarkt. 30 juin 2027 pour son fin de contrat du côté Southampton Premier League. Je descends un petit peu pour que vous voyez son profil. Alors son profil, il peut jouer ailier droit, donc pour être en concurrence, voire je pense en rotation remplaçant d'un Greenwood, même si on a Abdallah qui a le même âge, 18 ans, qui pourrait avoir pourquoi pas sa chance. De ce qu'on a vu de Abdallah dans le match de pré-saison, il avait marqué un superbe but, je ne sais plus si c'est Toulon ou je ne sais plus quelle équipe. Dites-moi dans les commentaires contre qui il a marqué Abdallah un bon but en pleine lucarne. Abdallah n'a pas eu sa chance cette saison. Donc pourquoi pas donner sa chance aussi aux jeunes de notre centre de formation. À moins que celui-là soit vraiment une grosse pépite et qu'il éclate tout. Donc que ce soit avec les jeunes et maintenant avec les pros. Parce qu'il a commencé avec les pros. Donc 1m78, gaucher. Gaucher, une superbe patte gauche, 22 millions d'euros de Transfermarkt. Il peut jouer aussi milieu offensif et il est gauche. Mais il est vraiment au début de sa carrière. Il peut être poli, il peut être modulé, que ce soit dans son poste, dans son rôle, dans son profil. Il peut totalement changer de poste à tout moment. Il peut être même attaquant de pointe. Même si c'est pas un joueur qui marque beaucoup de buts pour l'instant. Il vient de commencer sa carrière, je vous montre ses stats. 18 matchs cette saison. En pro avec la Southampton, 15 matchs en Première Ligue, 3 matchs en EFL Cup, il a fait 2 passes décisives en EFL Cup et un but en Première Ligue. Alors, je vais vous montrer une vidéo assez rapidement. Vous voyez comme ça rapidement le joueur, un petit peu le profil qu'il a. Il y a le but qu'il a mis en Première Ligue, vous l'avez à l'écran. Regardez, 5-4-3-2-1-0. Hop, la passe au point de pénalty, contrôle pied droit, frappe pied gauche. On voit qu'il est rapide dans l'exécution de ses gestes, très technique. Voilà, donc là, on ne peut pas voir sa technique, mais il est vachement technique, vachement provocateur.
C'est un joueur qu'on aime voir jouer un petit peu. Voilà, les petits contrôles orientés, même pas un contrôle orienté, c'est le jeu de corps qui élimine le joueur. Là, on le voit, l'accélération, bonne conduite de balle. Voilà, il va assez vite. Donc la petite passe dans l'intervalle pour l'attaquant qui va marquer le but. Voilà, donc là, côté droit, il va provoquer, il va rentrer sur son pied gauche. Hop, le petite feinte, hop, sur le pied droit, il va frapper, non, il centre au second poteau pour le but de son partenaire. Là, on le voit, il provoque, il rentre dans la surface, petit dribble, non, le centre, oui, et la barre transversale. Là, on voit, il va provoquer, hop, petite feinte, hop, une fois, deux fois, petit dribble, hop, il passe et il va obtenir une faute. Donc, je ne vais pas vous montrer 150 ans de ce joueur-là. Donc, un joueur provocateur, dribbleur pour le côté droit pour concurrencer Greenwood, je dirais que c'est une bonne idée. Alors, je dirais pas peut-être un jeune de ce domaine-là, même si c'est un monstre, on le prend tous les jours. Mais je dirais que d'abord se concentrer sur nos idées défensives. Alors là, c'est des rumeurs, hein, venant de TBR Foot. C'est comme les médias que je vous cite à chaque fois. C'est à prendre avec d'énormes pincettes. Alors maintenant, on peut comparer avec Greenwood. Alors, la comparaison, comme je vous l'ai dit, dans les datas, dans les stats, c'est à prendre avec de grosses pincettes aussi. Tous ceux qui vous parlent de data de ci, de là. Moi, je vous parle beaucoup de data, de stats ici et là. Mais moi, je prends ça avec d'énormes pincettes. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Il y a par exemple le facteur du championnat. Là, c'est de la première ligue. La Ligue 1, c'est totalement différent. Le facteur de début de carrière, le facteur de beaucoup de choses. Le nombre de temps de minutes de jeu, le facteur des partenaires. Est-ce qu'il connaît ses partenaires ici? Il y a plein de facteurs à prendre en compte. Là, on peut voir dans le domaine de Greenwood qui le mange totalement au jeune Dibbling. Mais il y a un domaine où le petit Dibbling s'écarte un petit peu de Greenwood. C'est dans le domaine de portée de ballon. Donc, il va vraiment être un joueur qui va porter le cuir et va peut-être être un peu personnel. En début de carrière, on est souvent à vouloir faire la différence, peut-être un peu moins collectif que quand on est un petit peu drivé par un coach. Et il y a peut-être ce domaine-là d'être un petit peu personnel, d'être un provocateur en fin de rencontre, pourquoi pas, pour débloquer des situations. On ne sait jamais si bien sûr il arrive, donc s'il vient, on en parlera plus précisément. Voilà les amis pour le petit Dibbling. Et maintenant partons sur le match contre Saint-Etienne ce dimanche. Conférence de presse d'avant-match avec Saint-Etienne OM prévue demain. On est jeudi, je crois. Oui, on est jeudi, vendredi à 14 h. Roberto De Zerbi sera accompagné d'Amir Michael Murillo. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui veulent le regarder sur Twitch OM official. Peut-être que je serai présent, peut-être, c'est pas sûr, sur ma chaîne Twitch. Normalement, il faudrait que je change de concept, mais c'est pas grave, ça, on va pas en parler là maintenant. Et donc, on enchaîne. Donc, Murillo pour la conférence de presse. On enchaîne justement sur l'arbitrage. Je reviens sur l'arbitrage avec l'arbitre de dimanche, pardon. Jérémy Stina. Jérémy Stina qui sera accompagné par Christophe Mouissé, Ludovic Reyes, Pierre Retaille, Rachid Sidi Yacoub pour les instances avec Yacine Bekrar. Il n'y a pas de VAR. Hein. Voilà, comme ça, Bekrar, il n'y a pas de VAR, ça rime. Donc il n'y a pas de VAR pour ce match-là. Jérémy Stina, il n'a pas beaucoup arbitré dans sa carrière, l'OM. Et on va voir justement son petit ratio. 5 victoires, 2 nuls. Et une défaite, je vous l'ai mis ici, 5 victoires, 2 nuls, une défaite. La dernière défaite remonte à, la seule défaite remonte à janvier 2021. Donc il n'y a plus de joueurs qui sont au club actuellement, à moins qu'il y avait encore, il y avait Rongier à l'époque je crois, si je ne me trompe pas. Le dernier match arbitré par Monsieur Stina, c'est Le Havre-Marseille l'année dernière, le 19 mai 2024. Voilà pour l'arbitrage. On enchaîne maintenant avec les commissions de discipline qui a suspendu un de nos joueurs, c'est Paul Lirola. Après son gros tacle, pas celui-là, mais celui contre Lille avec André Gomes qui se fait faucher. Le carton rouge, bien sûr qu'il est justifiable, il est valable, mais la sanction de 2 matchs ferme, est-ce que c'est réel? Je ne sais pas, est-ce que c'est concret? N'hésitez pas à me dire. Je pense que ça peut se donner. Ça peut se donner quand même. Le tacle était vachement dangereux de la part de Lirola. Il se sentait frustré par rapport à la faute qu'il y avait eu juste avant pour l'OM sur Jonathan Rowe. Normalement, il y aurait dû avoir un penalty, même 2 dans la rencontre. Je ne vais pas revenir sur l'arbitrage. Donc, Paul Lirola, suspendu, sanctionné, 2 matchs fermes. Donc, il manquera le prochain match. Je ne sais pas si ça prend en compte le match Saint-Etienne OM. Je ne suis pas sûr. Parce que normalement, les sanctions, c'est le mardi d'après la commission de discipline. Donc, si la commission de discipline, c'est maintenant, normalement, sa sanction commencerait à prendre effet à partir de mardi prochain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ça, c'est comme le domaine des supporters stéphanois qui ont craqué les fumigènes contre l'OM et je ne sais plus contre quel club. Je crois que c'est contre l'OM, tout simplement. Et ben, ils sont suspendus, mais pas contre l'OM ce dimanche. Ils seront suspendus pour le match d'après à la reprise en Ligue 1 en janvier.
Donc parce que ça fait effet à partir de mardi. Alors je sais pas si c'est contre Saint-Etienne, il sera pas là, mais en tout cas c'est pas grave. Allez les amis, on termine par les joueurs qui se sont entraînés pour ce dimanche avec Neil Maupay à l'entraînement, Ismaël Koné, Adrien Rabiot, Pierre-Emile Højbjerg suivi par Ismaël Koné et Valentin Rongier. Et on continue. Ismaël Koné qu'on voit beaucoup avec Højbjerg, Rabiot. Ah, et notre petit Aminari, tous les joueurs que j'ai cités tout à l'heure, Bilal Nadir à gauche, Brassier, petit Koné encore une fois avec Murillo, Enrique derrière, et encore Højbjerg, Rongier, beaucoup de milieu terrain. Koné, Rongier, Cornelius, un défenseur, Rabiot, deux arbitres qui donnent des consignes, et tout le monde lui tourne le dos. Tiens, regardez, c'est particulier. Il donne des consignes, lui il baisse la tête, c'est Højbjerg, Balerdi baisse la tête, Neil Maupay tourne le dos, et Rabiot tourne le dos. Personne ne le regarde. Allez, Monsieur Merlin qui va marquer un but, frappe croisée, et Greenwood, voilà, donc les amis, pour de belles images. Allez, dernière chose à voir avec les stats, voilà, cette stat-là compte quand même. Les équipes qui ont concédé le plus de passes transperçant leur ligne défensive en Ligue 1 cette saison. Auxerre 45 passes qui ont transpercé la ligne défensive, Lyon 33 et Marseille 32. Voilà, donc on a beaucoup de mal dans la ligne défensive à se faire pas transpercer, à être bien condensé. C'est surtout sur les passes dans le dos de la défense, j'ai l'impression. Après, dans le domaine aussi où on joue, où on garde le ballon et on se fait contrer à un moment donné dans la construction de balles, où on essaye d'incorporer le jeu et de vraiment avoir de surnombre au milieu de terrain, on peut se faire percer assez facilement. Donc ce domaine-là, c'est normal qu'on est dans les faiblards, même si on attend de voir un défenseur qui arrive et pourquoi pas cette stat-là disparaîtrait. Autre chose à voir ensemble, la Gambardella. La Gambardella, les jeunes ont éliminé les Canois, je dirais. Et ils vont affronter maintenant dorénavant au Vélodrome, pas au Vélodrome, au Centre Bernardo Eiffus pour la Gambardella. Toulouse, donc pour les 32e de finale. Et le match aura lieu le 12 janvier 2025. Et Toulouse, je vous montre un petit peu, ils ont marqué quoi? Toulouse est actuellement deuxième de la poule D avec 30 points à égalité avec le premier qui est l'OM. Donc c'est un choc pour ces 32e finales, avec une grosse équipe à affronter pour l'Olympique de Marseille. Allez, on enchaîne les amis avec l'actualité pour voir un petit peu s'il y a de la nouveauté. Alors je vois qu'il y a des nouveautés, non? Alors on va voir ça. Non, ça c'est pour ça. On va voir chez les amigos de Massilia Zone et on enchaîne. Il n'y a rien de nouveau. Hop, voilà. Laurent Nicolin qui a parlé du côté du Midi Libre. On cherche à renforcer l'effectif cet hiver. Voyez si l'OM prend en charge son salaire et nous le prête. Et si il veut passer 6 mois chez nous. Mais je ne suis pas au courant, nous dit Laurent Nicolin, le président de MHSC. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo, ça parlera de quoi? De Mehdi Benassia, de son bilan et du Mercato, pourquoi pas? Parce qu'il va en parler un petit peu. De toute façon, le Mercato, ça va arriver tout doucement. Nous sommes à 12 jours du début de la période Mercato hivernale. Et on va se suivre ça ensemble. Donc que ce soit concret ou pas concret, je vous mets toujours des pincettes. Voilà, tout ce que je cite dans mes vidéos, c'est des informations, mais c'est surtout des rumeurs. Voilà, c'est pas que des informations. Beaucoup sont des rumeurs, que ce soit par les insiders, par les médias, peu importe lequel. Parfois, il y a des jeux d'agents qui sont en soum-soum, ou alors parfois, il n'y a rien du tout. Voilà, c'est pour faire un petit peu mousser le club, mousser les joueurs. C'est d'un côté ou de l'autre. Et donc le mercato, c'est particulier. Voilà. Allez, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo ce soir, demain, après-demain. Je ne sais pas, mais en tout cas, vive le foot chez Savage Foot. Et surtout, allez l'OM! Ciao, ciao, ciao!